Orn est assurément un de mes personnages préférés dans le lore. C'est un être mythique imposant, mais également très mystérieux. Et il y a des contes et légendes qui sont racontés à propos de lui à travers tout le Freljord. Ces histoires sont transmises de génération en génération depuis des siècles, voire même des millénaires, dans les différentes tribus de cette région sans merci. Et dans cette vidéo, je voudrais vous les conter à vous. Je vous les transmets donc sans raccourci ou résumé, telles qu'elles sont racontées près du feu le soir pour les familles freljordiennes. J'espère que ces histoires vous plairont autant à vous qu'elles m'ont plu à moi. Commençons. Formation d'une terre. Orn était le premier-né de sa fratrie. Il jaillit dans le monde à la recherche d'une bagarre. Mais ce n'était pas si facile. Les arbres, trop fragiles, étaient de piètres adversaires. Les icebergs fondaient sous sa main et retournaient à la mer. Frustré, il frappa une montagne. Et la montagne ne bougea pas. Orn en fut enchanté et il défia la terre à une rixe amicale. Tandis que Orn se battait avec la terre, il lui fit toutes sortes d'accros et de bosses, formant les terres de Freljord telles que nous les connaissons aujourd'hui. Il créa des montagnes en frappant les plaines du front et creusa de profondes vallées. Quand il fut fatigué, Orn remercia la terre de lui avoir servi de partenaire. La terre répondit en ouvrant un puits de feu, lui montrant son cœur, et il se sentit honoré de voir que c'était son reflet. Un bélier ardent. La terre avait reconnu la valeur de Orn. Elle lui confiait ses secrets et lui offrait la force de la flamme primordiale. Car c'est le feu qui est l'agent véritable du changement. Il regarda le paysage que son combat avait créé et il approuva de la tête. Cela lui convenait. Orn se consacra alors à la construction d'armes et d'outils. L'origine de la neige. Au cours de ses premiers jours, sans nuages et sans chaleur, Orn se construisit une maison. Il la fit du meilleur des bois. La magnifique demeure s'étendait sur 3 vallées. Vous imaginez ? Après avoir achevé son magnifique hall des cornes, Orn regarda son œuvre. « Bien, dit-il. Le langage n'existait pas en ces temps-là, ce qui vous donne la mesure du compliment. Mais sa sœur Anivia était ennuyée. Orn avait coupé tous les arbres où elle aimait se percher pour construire son foyer. Elle décida donc de lui donner une leçon. Tandis qu'Orn dormait, elle entra en volant par la fenêtre de sa chambre. Elle lui chatouilla ensuite le nez avec l'une de ses plumes, déclenchant un éternuement enflammé qui mit le feu à ses draps. Les draps enflammèrent le sol, et Anivia paniqua et battit des ailes pour s'envoler. Mais cela ne fit qu'aider l'air sec de Freljord à alimenter l'incendie. Bientôt, tout le hall des cornes fut en flammes. Le feu fit rage pendant des jours, noircissant de cendres les cieux. Bien sûr, Orn continua de dormir. Il s'éveilla sur une pile de cendres, de fort mauvaise humeur, car son sommeil n'avait pas été reposant. Mais il ignorait ce qu'Anivia avait fait. À ce jour, elle ne lui a toujours pas dit la vérité. « J'étais heureux de mon travail, et voilà le résultat, » dit Orn en observant les dégâts. « Je ne me féliciterai plus jamais de ce que j'accomplis. Je laisserai la qualité du travail parler d'elle-même. » Orn entreprit alors de bâtir sa nouvelle demeure avec un objectif particulier en tête, qu'elle ne fût pas inflammable. Il se façonna une pelle, un levier et une fourchette. Avec ces outils, il pouvait chercher du minerai, déplacer de puissants piliers et manger les délicieuses cerises pimentées dont il était friand. Il martela et modela des monceaux de minerai jusqu'à bâtir une montagne noire. À l'intérieur se trouvait une grande forge qui canalisait la flamme primordiale venue des profondeurs de la terre. Il était satisfait de son âtre foyer, mais ce dernier était trop chaud pour que même Orn pût y vivre confortablement. Il creusa donc une tranchée depuis la mer jusqu'à la montagne. La sœur sirène permit aux eaux froides de couler dans la tranchée et de rafraîchir l'âtre foyer. De grandes volutes de vapeur s'élevèrent. Il fallut 3 jours à la montagne pour se refroidir assez pour Orn. À cette époque, le niveau de l'océan qui alimentait la rivière s'affaissa de plusieurs centimètres. À ce moment, tant de vapeur s'était élevé des eaux que le perpétuel ciel bleu était ombré de nuages anthracites. Au fur et à mesure que ces nuages se rassemblaient et refroidissaient, ils devenaient de plus en plus lourds, et ils finirent par exploser en flocons de neige. Il neigea alors pendant 100 ans, et c'est pourquoi Freljord est toujours recouvert de neige aujourd'hui.
3 sœurs demandent l'aide d'Orn. Autrefois, il y avait 3 sœurs qui avaient besoin de l'aide d'Orn pour sauver leur monde. Orn, cependant, n'avait aucune envie d'aider au salut de quelque monde que ce fût. Il avait ses raisons pour cela et ne désirait pas en débattre. Mais cela n'empêcha pas les 3 sœurs d'entreprendre un long chemin pour venir lui parler. Des créatures à la néfaste magie s'en prennent à nos tribus. Expliqua la première sœur. Rage et guerre palpitaient dans ses yeux. Ils veulent tout détruire et s'emparer du monde. Je vois. C'est un vrai problème. Dit Orn. Il ne leva pas la tête de son enclume. Alors, combattras-tu avec nous contre ces monstres ? Orn grommela. Ce grommellement était un refus assez clair pour mettre fin à toute discussion. Nul ne pouvait en manquer la signification. Si vous aviez entendu ce grognement, vous auriez tout de suite compris qu'il était sage pour la première sœur de ne pas aller plus loin. Ces êtres surveillent nos moindres mouvements. Dit la deuxième sœur. Dans sa voix, il y avait de l'espoir et de la sagesse. Tout ce que l'on te demande, c'est de prendre la pelle avec laquelle tu as créé la rivière et de creuser la plus profonde tranchée du monde. Nous pourrons ensuite y attirer les monstres et régler nous-mêmes notre problème. Orn grommela. Ce grommellement promettait de creuser un trou, mais ordonnait à tous de se taire immédiatement. Nul ne pouvait en manquer la signification. Si vous aviez entendu ce grognement, vous auriez tout de suite compris qu'il était sage pour la deuxième sœur de ne pas aller plus loin. Orn creusa donc une tranchée, car un trou très profond peut modifier grandement un paysage. De toute façon, il avait prévu des travaux de ce genre, et l'emplacement qu'on lui proposait lui convenait. Quand Orn eut fini la tranchée, il quitta les 3 sœurs sans un mot, car il leur avait déjà bien trop parlé. C'est un trou bien profond. Dit la deuxième sœur. J'espère que cela suffira. Le vent souffla depuis les profondeurs fraîchement creusées dans un gémissement d'outre-monde, comme pour prouver qu'elles étaient assez profondes. Si vous aviez entendu le gémissement des profondeurs, vous auriez tout de suite su qu'il n'était pas sage d'y descendre pour en mesurer la taille. Plusieurs années plus tard, les sœurs revinrent. Les combats contre leurs ennemis semblaient les avoir grandement affectés. Cette fois, la 3e sœur parla. Son souffle glacé rappela à Orn les jours froids et secs d'autrefois. Orn, bâtisseur de toutes choses. Commença-t-elle. Je n'ai pas tout bâti au monde. Gronda Orn. Une fois encore, il ne leva pas la tête de son enclume. Seulement quelques bricoles. La 3e sœur reprit. Nous venons aujourd'hui te demander une simple faveur. La tranchée que tu as creusée est si profonde et si large que nous ne pouvons pas bâtir de pont pour la franchir. Apprends-moi à construire un pont qui ne peut être brisé et je ferai le travail moi-même. Orn leva un sourcil. Il étudia les yeux de la 3e sœur. Il ne lui faisait pas confiance, car il sentait sur elle une odeur de magie, et la magie affaiblit toujours ce qui est solide. Ce ne sont pas les bâtisseurs de ponts qui manquent. Adresse-toi à eux. Les autres bâtisseurs sont impuissants avec le genre de pierre que nous avons. Ils prétendent qu'elle est tombée du ciel et qu'en dépit de tous leurs efforts, ils ne peuvent rien en faire. Elle présenta alors un morceau de métal stellaire. Si vous aviez vu le métal stellaire, vous auriez su que seul Orn pouvait lui donner forme, car il était presque aussi inflexible et obstiné que lui. Orn accepta, mais à condition de travailler seul et d'obtenir le métal stellaire en compensation. La 3e sœur le lui donna et il l'utilisa pour forger un outil dont il aurait besoin pour construire le pont. Avec cet outil, et cet outil seulement, Orn construisit le pont. La 2e sœur avait honte du mensonge de la 3e sœur. En effet, nul n'avait besoin d'un pont. Elle demanda à Orn de quelle sorte d'outil il s'agissait. Je l'utilise pour marteler. Je l'appellerai donc marteau. Je n'en dirai pas plus. Quand il fut parti, la 3e sœur remonta le pont, récitant tout du long d'étranges incantations. Le pont fut transformé en une barre transversale qui scella les monstres dans les profondeurs. Mais Orn n'avait pas tort, la magie ne fit qu'affaiblir son travail. Si les sœurs n'y avaient pas touché, le pont aurait duré éternellement. Mais l'enchantement allait lentement corrompre la maçonnerie. Cela prendrait bien sûr des siècles, de sorte que nul n'y prêta vraiment attention. Et les 3 sœurs promirent de ne plus jamais parler d'Orn. Orn, cependant, comprit qu'il n'aimait pas qu'on sollicite ses services, et il lança sa pelle aussi loin que possible à l'ouest. Nul ne sait où elle atterrit, et son sort nous est à jamais perdu. Puis, il se tourna vers l'est et jeta aussi loin que possible sa fourchette préférée. Elle atterrit dans la Grande Mer. Certains disent que, longtemps plus tard,
un roi Triton trouva dans les profondeurs de l'océan un puissant trident dont il se sert toujours pour régner son royaume. Orn était prêt à jeter son marteau dans la nuit étoilée, mais il ne put s'y résoudre, et il décida de le garder. Si vous aviez vu Orn et lui aviez demandé si c'était là son outil préféré, il vous aurait grondé de penser ainsi comme un enfant. Mais secrètement, il aimait son marteau plus que toute autre chose fabriquée par lui. Le troll est la porte à tête de bélier. Tout le monde sait qu'on ne défie jamais un troll à un duel de boisson. Pas vrai ? Même vous, mes petits, vous savez qu'il ne faut jamais faire de pari avec un troll, car les trolls sont sournois et gagnent toujours. Et puis, tout le monde sait à Freljord que plus un troll est laid, plus il a de chance et de ruse. Malheureusement, Orn ignorait toutes ces choses. Grubgrak le hideux était le plus ancien des trolls du monde. Les poils de son torse étaient si longs qu'il y emmêlait ses orteils crochus. Ah ! Il lui arrivait souvent de trébucher et de se casser le nez, qui était proéminent et tordu de s'être si souvent brisé. Il n'avait que 2 bonnes dents. Un de ses yeux était mauvais et l'autre pire. Pustules et verrues recouvraient son ventre rebondi, et je ne vous dirai même pas quelle odeur il dégageait. Si je le faisais, vous ne mangeriez plus jamais de ragoût de poisson fermenté. Construis-moi une porte qui protégera à jamais mon trésor contre les voleurs, dit Grubgrak à Orn sur le pas de l'âtre foyer. Je te paierai de 10 fûts d'Itrolmiel. C'est une recette de famille. Orn voulut chasser l'importun, mais Grubgrak mit le pied dans la porte entrebâillée. Orn ne voulait pas que la peinture fût écaillée par les orteils griffus du troll. Il renonça donc à lui refermer la porte au nez. Je te propose un pari, dit le troll, vraiment repoussant. Celui qui pourra finir le premier un fût entier d'Itrolmiel aura une créance envers l'autre. Si c'est nécessaire pour te faire partir, alors soit. Orn n'avait jamais été battu dans un duel de boisson. À l'époque, tout le monde le savait. Et désormais, vous le savez aussi. Au moins, ça sera l'occasion de boire un coup, dit Grubgrak, et son sourire déforma un des piliers de l'âtre foyer. Profitant de ce que Orn avait le dos tourné, le troll glissa un éclat de glace pure dans un fût qu'il tendit à son adversaire. Ils trinquèrent à la manière joviale des Freljord et ils burent. Orn trouva que l'Itrolmiel était trop dilué, et il n'aima pas ça. Mais Grubgrak avait déjà bu la moitié de son fût. Orn avait à peine entamé le sien. Il inclina la tête vers l'arrière et avala au point de manquer de se noyer. Mais Grubgrak reposa au sol son fût vide et rôta. Le feu dans le four en tourna au vert. Orn toussa avant de gargouiller. « Qu'est-ce qui se passe? Tu t'étouffes » le taquina Grubgrak. Orn remarqua alors la glace pure dans son breuvage. Elle n'en finissait pas de fondre et de diluer l'Itrolmiel. Orn pouvait boire tant et plus, la glace pure remplaçait toujours le liquide. Il fracassa le fût d'une main. « Tu as triché !» Sa voix furieuse déclencha un tremblement de terre qui coula quelques îles. « Bien sûr! Quel avantage aurait sinon un troll immonde comme moi face au puissant Orn ?» En vérité, les trolls les plus laids ont les plus grands avantages du monde. Mais Orn ne passait guère de temps avec les trolls, et il en savait moins sur eux que vous désormais. « Un pari est un pari, » dit Grubgrak. « Ma parole est aussi solide que mon marteau, » grogna Orn. Même envers les tricheurs. Orn travailla pendant 10 jours et construisit la meilleure porte jamais vue. Il la décora d'une tête de bélier semblable à la sienne et à celle qui constituait le cœur de Freljord. Elle était immunisée contre la magie et contre les crocheteurs. Grubgrak fut si impressionné par la qualité de la porte qu'il en resta sans voix, ce qui est très rare chez un troll. Orn attacha alors la porte devant la grotte du troll, au sommet de la montagne où les plus laids des trolls connus dans l'histoire avaient toujours caché leur trésor. Dans un grognement, Orn repartit, laissant Grubgrak admirer sa nouvelle porte. Quand il regagna ses esprits, Grubgrak réalisa qu'il n'avait plus compté son or depuis un jour entier, et l'anxiété le saisit. Mais il ne trouva pas le moyen d'ouvrir la porte. C'était impossible. Grubgrak essaya la force brute, mais la porte ne bougea pas. Puis il essaya de corroder la peinture avec son souffle méphitique. Cela n'eut aucun effet. Il essaya enfin d'arracher les gonds, mais ils étaient si fermement fixés à la montagne que le troll ne réussit qu'à se faire mal aux épaules. Il était enfermé à l'extérieur. Grubgrak se précipita dans la forge d'Orn. « Quelle ruse est cela » hurla-t-il. Son haleine était si horrible que le feu de la forge faillit s'en évanouir. « Il n'y a aucune ruse, » répliqua Orn en ranimant les flammes. «
Tu m'as dit de te construire une porte qui tiendrait à jamais les voleurs à distance. Et c'est ce que j'ai fait. Cette porte durera plus longtemps que la montagne à laquelle elle est accrochée. Nul ne peut la briser. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Tu me coupes de mon or alors que moi, je ne t'ai rien volé. Le temps est plus précieux que l'or. Tu es un voleur et j'ai tenu ma parole. Grubgrak essaya pendant des années de récupérer son trésor. Mais la porte ne s'ouvrit jamais et il ne put même pas trouver de trou de serrure. À chaque tentative, la porte à tête de bélier semblait lui retourner ses regards noirs, comme pour lui rappeler à jamais ce qu'il en coûtait d'avoir berné Orn. Si vous écoutez attentivement, dans les montagnes, vous pouvez entendre avant chaque avalanche les plaintes de Grubgrak le Cupide, aujourd'hui encore. La tragédie des feux de l'âtre. Autrefois, longtemps avant que Freljord ne se fracture, une légion de forgerons travaillait au pied de la montagne d'Orn. Ils prétendaient adorer Orn, mais lui récusait toute idée d'avoir des fidèles. Pourtant, il s'était bâti une petite ville qui abritait ceux qui voulaient construire les plus belles choses du monde. Ils étaient plusieurs milliers. Ils fabriquaient des outils, ils fabriquaient des charrues, ils fabriquaient des chariots, des armes et des selles. Ils fabriquaient des fourneaux et des maisons. Ils s'étaient donné le nom de feux de l'âtre, parce qu'ils ne ressentaient pas le froid mordant de Freljord et supportaient la chaleur immense qui bouillonnait sous leurs pieds nus sur les pentes de l'âtre foyer. Ils étaient devenus les artisans les plus habiles du monde et seul le travail de Orn surpassait le leur. Il lui arrivait même d'évaluer leurs travaux. S'il aimait ce qu'un feu de l'âtre avait élaboré, il lui disait simplement « passable ». Venant d'Orn, c'était un vrai compliment. Tu te souviens qu'il avait décidé depuis longtemps de laisser parler la qualité du travail, n'est-ce pas? Orn n'admit jamais qu'il admirait les feux de l'âtre, mais le cœur volcanique qui brûlait dans sa poitrine débordait de respect pour ce peuple dur à la tâche. Il ne s'agenouillait pas devant lui et ne lui faisait pas de sacrifice de chair. Il ne recueillait pas ses paroles dans des livres pour les diffuser au loin. Il se contentait de travailler en silence. Ils étaient imaginatifs et pleins de ressources. Ces feux de l'âtre arrachaient des sourires à Orn, même si personne ne pouvait le voir sous son épaisse barbe. Un jour, Volibear vint rendre visite à son frère Orn. Cela n'avait rien d'amical, car Orn et son frère n'étaient pas proches, et ne s'étaient même jamais rendu visite. Le grand ours se préparait à la guerre, et avait besoin d'armes pour ses troupes. Orn observa cette armée composée d'aberrations féroces, d'hommes hideusement métamorphosés pour complaire à Volibear. C'étaient des créatures simples, ardentes et vives à la colère. « Donne-leur des épées et des haches !» exigea Volibear sans cacher ses perverses intentions. « Donne-leur des armures et je te récompenserai. »« Non !» répondit Orn, qui ne voulait pas prendre part aux fureurs guerrières de Volibear. « Très bien, que tes fidèles s'en chargent alors. Ça m'est égal, mais fais-le, je suis ton frère. » Cela irrita tant Orn que ses grandes cornes s'illuminèrent, comme en fusion. « Les gens de cette ville ne sont pas mes fidèles. Ils construisent pour eux-mêmes. Ils sont discrets et travaillent dur. C'est tout. » Mais Volibear, sous les mots de son frère, vit le cœur ardent qui brûlait dans sa poitrine. Il faut au moins lui reconnaître ça. Volibear sait déchiffrer les êtres. « Ils sont un reflet de ta propre image. » Les cornes d'Orn chauffèrent au rouge, puis au blanc. « Si je te revois un jour, Volibear, je te rosserai et je te laisserai pour mort. » Si tu avais entendu cette menace, tu aurais cru sage pour Volibear de partir et de jamais revenir. Mais Volibear aimait se battre et n'avait aucune sagesse. Alors il s'empara d'un morceau d'armure sur les murs de la forge d'Orn. « Si tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin, je m'en emparerai de force. » Orn fonça sur Volibear et le frappa de ses cornes. Le coup fut si puissant que le sommet de la montagne en trembla. C'est exactement ce que Volibear voulait. Depuis des siècles, il éprouvait de la jalousie envers l'amour que les feux de l'âtre offraient à son frère. L'ours guerrier en était fou de rage. Ils combattirent 8 jours durant. Ils s'affrontèrent si violemment que la montagne en trembla sur ses bases. Des roches en fusion jaillirent du sommet de l'âtre foyer. La foudre dévalait sur les flancs rocailleux et des geysers de flammes crevaient les falaises. Les cieux prirent une teinte rouge et noire. Le sang du monde courut sur les terres dans un long séisme. Dans tout Freljord, on vit le résultat de ce combat entre Volibear et Orn. Quand la fumée retomba,
la montagne avait perdu son sommet. Bien pire, les feux de l'âtre étaient tous morts, et leur ville n'était plus qu'un tas de ruines fumantes. Pendant des siècles, la demi-montagne qui portait autrefois le nom d'Âtre-Foyer resta silencieuse. De temps en temps, un peu de fumée monte aujourd'hui du cratère où se trouvait naguère le pic. Certains disent que c'est Horn qui allume ses fourneaux pour empêcher les feux, sous la surface du monde, de s'éteindre. D'autres disent qu'il construit une arme gigantesque qu'il utilisera un jour. Quelques-uns pensent que Horn a été tué par Volibear, car on ne l'a plus vu à Freljord depuis ce temps-là. Le nom et les légendes d'Horn se sont perdus dans le temps et les mémoires les ont oubliés. Les quelques histoires que je vous ai racontées se transmettent le soir, pendant les repas de poissons grillés, et c'est tout ce qu'il reste. Mais ne pleurez pas pour les feux de l'âtre, pleure plutôt pour les histoires que la guerre et le temps ont effacées. Car il fut une époque où elles étaient plus nombreuses que les étoiles. Répète ces contes pour que les enfants de nos enfants puissent continuer d'entendre la voix de nos ancêtres et pour que la forge dans nos cœurs ne s'éteigne jamais. Vous avez certainement reconnu quelques détails à travers ces histoires. Les trois sœurs sont évidemment Serilda, Avarossa et Lysandra. Et la porte à tête de bélier est bien sûr celle qu'utilise maintenant Braum comme bouclier. J'irai plus dans le détail à propos de ces histoires quand je ferai ma vidéo sur le lore complet de Horn. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même s'il était un petit peu différente par rapport à d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une merveilleuse nuit. À la prochaine.